possible d'une réalité, enfin d'une ressemblance à certains moments, et puis à d'autres moments qui s'en éloignent en imprimant des niveaux de déformation. En fin de compte, c'est ça l'art, toujours cette question de la représentation qui se situe entre ce que l'on voit et ce que l'on est capable de représenter, ce que l'on peut représenter, ce que l'on doit représenter quand tout d'un coup ça devient un académisme et que les lois vont imposer aux élèves de les reproduire indéfiniment. Et justement, au XIXe siècle, les artistes vont s'insurger, vont se révolter, vont faire, comme les hommes ont fait après 1789, leur révolution, et un des précurseurs et maître de celui qui sera un grand révolutionnaire et qui sera Rodin et qu'on verra la semaine prochaine, sera Carpeaux, qui va, en tant que sculpteur, travailler sur de grands programmes décoratifs, et en particulier celui-ci, la danse. Alors l'original se trouve sur l'Opéra de Paris, l'ancien Opéra de Paris. Et alors à l'époque, quand l'œuvre a été présentée, elle a été critiquée et elle a choqué. On a trouvé que les corps étaient beaucoup trop naturalistes, que le plaisir s'y voyait beaucoup trop. On lui a envoyé des bouteilles d'encre, enfin bref, on a essayé de la saccager. Néanmoins, elle reste, finalement, elle a résisté. Et on finira avec elle, aujourd'hui, le parcours des images. Et en conclusion, je dirais que de l'Antiquité grecque au XVIIIe, la permanence de la représentation du corps humain a été continuelle et qu'elle a été plus ou moins reprise avec une forme aura été reprise pour servir. Une forme sera au service de différentes pensées, de différentes croyances, et souvent ce sera une forme, si vous voulez, au départ initial, et puis le discours va la reprendre et la faire évoluer par la même à travers la sensibilité d'artistes qui se sont regardés les uns les autres. Aucune forme n'est née de nulle part. Bon, merci pour votre attention. Et je crois que voilà, on peut passer aux questions. Vous avez des questions, des remarques? C'est vrai que c'est une approche vraiment. Moi, j'y ai appris beaucoup de choses. Je ne suis pas une connaisseuse et ça m'a apporté beaucoup. Allez-y. Vous avez parlé d'exvoquer pour la victoire de Saint-Pancras. Je ne comprends pas bien de quelle façon cette sculpture a été faite dans cette recherche-là. Elle commémorait une victoire. Et pour commémorer cette victoire et en stimuler ou en inspirer d'autres, la sculpture a été posée en haut d'une falaise, et donc les bateaux, quand ils arrivaient de loin, ils pouvaient la voir comme ça dans le paysage. C'est vrai que quand on va au Louvre, on la voit dans le paysage de cette ville qui est le Louvre. Mais voilà. Une autre question. D'autres questions? Vous n'avez pas parlé de mon chouchou qui est Hermès. Et il date de quelle époque? Parce qu'écoutez, je ne sais pas si quelqu'un l'a vu de près, mais il a une paire de fesses. Ah, franchement. Donc dites-moi quelque chose au moins sur lui. Hermès, si vous voulez, Hermès, il va être reproduit à différentes époques.
Et à ces différentes époques, eh bien, il sera reproduit suivant les critères et les codes de représentation, si vous voulez. Donc, Hermès avec le canon de Polyclète, alors ça donnerait, je ne sais pas quelle mesure pour les jolies fesses, mais je peux vous affirmer que c'est tout à fait pensé et calculé, ça c'est évident. Hein. Voilà. Parce que, je le répète, la tête entre 7 fois dans le corps, 2 fois entre les genoux et les pieds, 2 fois dans la largeur des épaules et 2 fois dans la hauteur du torse. En tout cas, c'était quand même des corps très athlétiques. Hein. Oui, non, mais écoutez, vous verrez, ces fesses, elles sont toutes luisantes parce que toutes les femmes qui passent là, tout le monde les touche. Donc ça brille. Et maintenant, je suis sûre qu'il a perdu des millimètres. Elle n'est plus dans les règles. Possible. Comment? Il est au Louvre? Ah, il est en Grèce. Oui, mais on n'en peut pas le voir. Mais si vous voulez, si vous allez au Louvre, vous allez en voir des Hermès, parce que finalement, il y a vraiment plusieurs versions. Alors, certaines versions se ressemblent beaucoup, mais voilà, il y en a dans différents musées, différentes formes, différentes matières. Il y en a qui sont en bronze, d'autres en marbre, et ça change aussi. Hein. L'effet d'un Hermès en marbre et en bronze, c'est différent. Il n'est pas à Bourdelle, vous êtes Bourdelle aussi, Hermès, non? Oui, voilà. Antoine Bourdelle a repris ce thème, c'est-à-dire qu'il y a vraiment là, voilà, cette permanence à travers le temps de ces divinités grecques et qui vont persister malgré, parce que nous on a fait un survol très rapide de la tradition occidentale. Et donc au XIXe siècle, oui, on se mesure encore. Mais qu'est-ce qu'on fait? On reprend toujours le corps et on va lui imprimer un niveau de déformation. Mais il y a toujours une base. Bourdelle, absolument. Oui, et il y a une belle exposition là. Il y a une belle exposition actuellement. Oui, c'est Bourdelle. Oui. Et oui, il y a aussi au musée Rodin une exposition, mais ça on verra la semaine prochaine, sur Rodin et l'Antique. Et alors c'est une exposition très intéressante et très très claire, et ça montre vraiment comment Rodin a innové par rapport à ces moulages de sculptures grecques ou romaines, et il nous a introduit dans notre modernité actuelle. Enfin, en tout cas celle du XXe siècle, parce qu'au XXIe siècle, aujourd'hui, on a encore évolué. D'autres remarques? Monsieur? Je voulais savoir, dans la définition du mot de sculpture, est-ce qu'il y a la notion d'enlèvement de matière ou pas, forcément? Je veux dire, du modelage. Oui. Est-ce que c'est considéré comme de la sculpture ou pas? Absolument. Oui, ça, alors. je voulais savoir. Oui. Enfin, peut-être que... Alors, pour ce qui concerne la technique, effectivement, la technique de la sculpture, vous avez à la base le modelage, d'une part, qui peut être fait avec de l'argile ou de la cire, de la pâte à sel, et vous avez du sable, et vous avez la taille, c'est-à-dire on va prendre un bloc de pierre ou un bout de bois et on va le tailler directement. Donc ce sont deux procédés. Et puis un troisième procédé, c'est la technique du bronze. Et la technique du bronze, eh bien, va demander d'abord de modeler la pièce, on va appeler le modèle, alors soit en cire, soit en terre, soit en plâtre. Et ce modèle qui sera donc fait en cire, on va dire, la bouteille. Ensuite, on va prendre une empreinte
avec un moule en plâtre. Et avec ce moule en plâtre, on va ensuite aller chez le fondeur et couler de la fonte dedans. Et c'est ce qui va donner la figure en bronze et qui peut être édité jusqu'à 6 exemplaires. Et puis ensuite, on casse le moule. En fait, c'est une convention, là encore. Mais oui, pour répondre à votre question, bien sûr que la sculpture, c'est tout autant le modelage que Mais sur le plan esthétique, si vous voulez, vous avez, c'est la définition du départ que j'avais donnée, c'était la ronde bosse, on tourne autour, ou le bas-relief, c'est-à-dire que le bas-relief, il est proche du tableau, mais du tableau en relief. Puis vous ne tournez pas autour. Donc vous n'avez pas la question de Ça, c'est un bas-relief ou pas? Alors ça, c'est un... Là, vous avez raison. Là, on est dans... on va dire que c'est presque de la ronde bosse, ou alors, si c'est du relief, c'est du haut relief. Mais ce qui détermine le relief, c'est qu'il y a toujours l'attachement au support. Alors là, ça doit être sculpté et sculpté en différents bouts. Hein. Mais ensuite, c'est appliqué. Ouais, il y a un fond là. Oui, il y a un fond, c'est appliqué. Enfin là, c'est le modèle en pierre qui est conservé au musée d'Orsay. Dans le montage direct, ils sont obligés de... On ne peut pas avoir de rebord quasiment. Non, alors le spécialiste de la taille directe, c'est Michel-Ange. C'était vraiment Michel-Ange. C'était dans le petit qui avait tout à l'heure. Dans lequel? Le petit que j'ai reposé à plat. Ah, ben voilà, Michel-Ange. Alors Michel-Ange, lui, non seulement il était génial en peinture, en architecture, mais lui était connu pour tailler directement le bloc. Donc c'est un travail physique assez extraordinaire, étonnant, ce qui ne sera pas le cas avec des artistes comme Rodin, par exemple, qui n'ont pas taillé. Et alors, là, vous avez la vision justement de l'esclave. Alors, il y a une partie qui est finie, le corps, donc qui est taillé. Alors, comment ça se passe? D'abord, vous avez le gros bloc qui est dégrossi en marbre, et ensuite, il va commencer à dégager les plans lui-même. Et puis, petit à petit, il va arriver à la figure, la préciser, jusqu'à ce qu'elle soit complètement polie. Et ce qu'il y avait chez Michel-Ange, c'est que bon, la sculpture n'est pas finie, mais souvent, vous avez des parties qui ne sont pas finies dans ces œuvres. Donc, je vous laisse, peut-être que certains d'entre vous veulent... Parce que c'est impossible. Oui, cette autre, vous voyez cette sculpture-là, que le pape Jules II, enfin, on ne va pas rentrer dans la vie intime des papes, mais il va demander ça. Donc, vous voyez, dans l'histoire du goût et l'histoire des mentalités, comment on recule les limites. La Corée, le Kouros, il est extrêmement figé. Et puis petit à petit, on va jusqu'à l'époque hellénistique où la victoire de Samothrace est extrêmement ailée. Voilà, et puis, on va retomber ensuite dans des périodes où les formes seront beaucoup plus assagies. Et puis, il y a toute la question du rôle de la forme et qu'est-ce qu'elle doit assumer comme rôle dans la société, soit un rôle magique, soit un rôle publicitaire. Par exemple, à Rome, c'était dans la Grèce antique, Athéna, c'est presque un rôle magique. Marc Aurèle, sur son cheval, c'est asseoir la puissance de l'empereur. Les Corées sont en taille directe. Oui. Direct ou en morceaux. Mais des morceaux qui ont été en taille directe et ensuite qui sont assemblés. Oui. Oh, c'était un métier, hein. C'était des ateliers, il n'y avait pas la notion forcément d'artiste, sauf à partir du moment où, par exemple, Polyclète, vraiment, c'est ou Praxitèle,
C'était ou Miron, comme on a vu, ou Phidias, qui se sont fait connaître dans le cinéma. Parce que je voyais, Je me demandais par rapport au processus de création, est-ce que le sculpteur passe par un modèle ou c'est purement le produit de sa vision ou s'appuie-t-il sur un modèle comme les peintres le font? Il s'appuie sur un modèle parce que pour apprendre, on apprend en imitant et en copiant. Donc, ensuite, essayer d'être imaginatif après avoir appris à représenter d'une certaine façon. Et puis finalement, il travaillait pour le temple ou il travaillait pour l'empereur ou le roi. Donc, c'était des commandes. Il travaillait avec. Donc, ils étaient finalement assez liés à la fonction de ces représentations à une époque où il n'y avait pas de photos, donc ça faut voir ça avait d'autant plus de. Vous dessinez peut-être? Vous pouvez dessiner, mais si vous voulez, pour parler à un très grand nombre, on allait par exemple au Parthénon, on allait visiter Athéna, ou lui rendre la prier, faire ses dévotions. Eh bien, vous pouvez, à travers les formes, un grand nombre de personnes, vous pouvez avoir accès à une pensée, à des croyances, à une histoire collective, à travers le monde des formes. Il fallait que ce soit assez simplifié, assez unitaire, donc il y a bien sûr certainement il y a des œuvres qui sont plus originales que d'autres, mais là on a surtout montré ce qui, à travers le temps, s'est transmis d'artiste en artiste et a constitué ce qu'on nomme la tradition. Donc il s'appuyait sur des œuvres et non pas sur des corps vivants. Ben, les deux. Il y avait certainement l'étude du corps vivant, mais ensuite, par exemple, avec le polyclète, après avoir appris en regardant, en apprenant, en copiant, connaître la forme, ensuite, on veut présenter un corps idéal. On ne veut pas présenter un corps normal. Parce qu'il y a dans l'esprit, chez les Grecs, l'idée, un corps sain, un esprit sain dans un corps sain, et l'idée que la beauté, c'est ce vers quoi on doit tendre. Et donc, il y a ce concept idéal de perfection. Et c'est un peu en marge de ce qu'on est tous, quoi. Mais vers lequel on... Il n'y a pas eu la volonté de représenter la réalité par une réalité, des corps magnifiés, comme on l'a dit tout à l'heure. Magnifié et parfois, on va dire, un peu humanisé. Si vous voyez un sourire ou un mouvement, ou le corps d'une femme, ou le corps d'un homme, ou encore aujourd'hui, vous la voyez et vous dites, ah, cette partie-là m'émeut. Donc, parce qu'il y a quand même des choses qui transparaissent visuellement à travers le temps. Et pour les bustes, est-ce qu'ils devaient passer, pour que ce soit si ressemblant, devaient-ils passer par le dessin pour obtenir des bustes, des bustes de commande, oui, des bustes oui, ressemblants? absolument. Mais il passait aussi par le dessin. Il passait par le dessin. Oui, parce que le dessin, en fait, c'est vraiment un mode de connaissance. C'est Léonard de Vinci qui disait ça. C'est vraiment connaître quand on essaye de reproduire. Mais après, la technique du modelage, c'est encore autre chose. Vous avez parlé de la technique, vous l'avez évoquée, merci. Certains artistes n'ont pas besoin de dessiner, il suffit qu'ils aient la terre ou la cire, et ils arrivent à ça, c'est miraculeux. Hein. Enfin, c'est miraculeux quand on ne sait pas le faire. Il y a du volume, voilà, c'est ça, il faut que la tête soit, voilà, que la géométrie soit bien entendue, et puis un peu d'expression, et la ressemblance, c'est cette idée de la ressemblance aussi. Les sculptures sont-elles systématiquement signées?
Et sous quelle forme? Ben oui, elles ne sont pas systématiquement signées. Hein. Phidias, oui, on le savait, mais non. Il y avait très peu de... Ça a dû être un grand parcours hein, pour que les artistes puissent être reconnus en tant qu'artistes. Puis ça s'est peut-être perdu à travers le temps. C'est plutôt à la Renaissance que les artistes ont été, grâce à Vasari, qui est un des premiers historiens d'art, qui a commencé à faire une biographie sur les artistes, c'est devenu un peu une science de l'histoire des formes. Et donc, l'artiste a commencé à beaucoup plus signer ses œuvres à la Renaissance. Mais vous voyez, au Moyen-Âge, pratiquement pas du tout. C'est pour ça que je vous ai montré Autun, parce que Autun, c'est assez exceptionnel. C'est vraiment de cet artiste, parce qu'on ressent une patte et on ressent une frappe, et puis une expression, hein, quelque chose d'interprété, qui donne un plus au texte. Si je peux me permettre, au moment du Moyen-Âge, au moment de la Renaissance, la signature n'avait pas les mêmes valeurs. Le but, je crois, de certains artisans était de pouvoir prouver leur travail, je pense entre autres au Salon général, pour se faire payer. Donc les signatures de certaines époques n'avaient peut-être pas les mêmes valeurs que celles d'aujourd'hui, ou de reconnaissance. C'est des approches peut-être un petit peu différentes. Oui, c'est vrai ce que vous dites, c'est vrai ce que il y a tout à fait une autre... De toute façon, l'artiste en tant qu'artiste, comme on le conçoit aujourd'hui, est vraiment né à la Renaissance avec Léonard de Vinci qui va essayer d'introduire la peinture et le peintre, la vision au milieu des autres disciplines, dans les arts libéraux. Alors, après, ça s'est développé, et c'est vrai que l'histoire de l'art, enfin, il y a eu des ateliers aussi. Hein. Il y avait un maître, il y avait beaucoup d'élèves qui travaillaient autour, et c'était le maître qui signait. Mais au Moyen-Âge, oui, il y avait d'ailleurs beaucoup de respect pour le travail de l'artisan. Et puis, on œuvrait à une œuvre spirituelle aussi. Puis, c'était des chantiers qui faisaient vivre des régions entières. La construction des cathédrales, des types, la romane, ça mettait sur des générations, sur 3 générations. Bon, mais parfois. Oui, la question de la notoriété de l'artiste, peut-être ça demanderait d'être encore retravaillé, on trouverait des éléments, mais non, c'était pas ce qui venait en premier, parce que c'était vraiment fait pour servir un texte, et travailler vraiment pour l'Église, hein, pour les Moyen-Âge. Hein. Et tout ce qui était sculpté était revu et contrôlé par l'Église. C'était aussi une iconographie, on n'avait pas inventé voilà, n'importe quoi, et c'était supervisé. Alors que il y avait une signature, l'œuvre oui. Oui, vous dites, c'est ça. Aujourd'hui, ce qui paraît important, c'est la signature et c'est quelque chose d'économique. Effectivement, ça a évolué comme ça. Aujourd'hui, c'est très présent. Ça ne sera peut-être pas toujours comme ça, mais en tout cas, aujourd'hui... oui, alors aujourd'hui la notion d'art a aussi un peu changé et c'est vrai qu'à partir de toutes les œuvres qu'on a vues aujourd'hui, elles profitaient d'ateliers, de traditions, elles sont emblématiques, hein. Elles sont vraiment emblématiques, elles sont des points stratégiques dans la tradition à travers le temps chronologique, hein, avec les inventions. Aujourd'hui, on est dans un autre paysage, une autre approche, et puis de toute façon, aujourd'hui, on a beaucoup d'images. Alors qu'autrefois, c'était
C'était quand même, il y en avait beaucoup moins, quoi. Et dans les églises, les sculptures sur bois, d'accord, mais les artistes se laissaient quand même aller avec les miséricordes. Oui, il y avait des lieux, il y avait Ah oui, les miséricordes, c'est la sculpture en dessous, c'est une merveille, quoi. Il y a vraiment des choses extraordinaires, comme ils se laissaient aller là-dessus. Oui, il y a des espaces, il y a des zones, vous avez raison, de liberté. Et il y a une chose que j'ai, à propos de la liberté, une chose que je n'ai pas mentionnée, que je dois vous dire, c'est que toutes ces sculptures qu'on a vues de Grèce ou de Rome, en tout cas les sculptures grecques surtout, elles étaient toutes peintes, avec des couleurs très violentes. Ah oui, c'est vrai. Et ensuite, ces formes, et les cathédrales aussi. Les cathédrales aussi. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on les voit complètement aseptisées, mais c'était... là, il devait y avoir une certaine excentricité. Même si les couleurs sont codifiées, on peut imaginer qu'il y avait... Tu en vois qui sont finalement les seuls à avoir gardé la couleur. Oui. On a encore des sculptures peintes. Ah oui, autre qu'en bois. Non, à travers le temps, ça s'est perdu. Mais après, par exemple, L'amour et le psyché, la dernière sculpture, Canova, c'est des sculptures qui sont faites dans l'esprit grec, hein, le thème est grec, mais ça, c'était pas conçu pour être peint. Vous voyez? Donc il y a là, ça... Dans la sculpture égyptienne. Alors bien sûr qu'on a subi des influences, hein, mais particulièrement nous, les Français, quand on est classique, on est classique. Tout d'un coup, on a un point d'originalité qui va être révolutionnaire, mais sinon on reste quand même très classique. On n'a pas beaucoup parlé des débats religieux. C'est vrai, l'exposition sur le Louvre, sur la Renaissance. Il y en a quelques-uns. C'est étonnant de voir ce qu'ils arrivent à faire en si peu de dessins. Ah oui. Alors c'est une des plus belles expositions actuelles. Ouais. Et vous avez effectivement des bas-reliefs, des Vierges à l'enfant. Alors les Vierges à l'enfant en bois sont peintes, magnifiques, et vous avez des bas-reliefs qui sont des statues monumentales et qui montrent d'une part l'influence de la Grèce, mais l'influence et la pensée chrétienne, puisque la Vierge à l'enfant. Où est-ce qu'on peut trouver ces œuvres-là? Au Louvre actuellement, je ne sais pas pas si les l'exposition terminées. Ah, c'est terminé aujourd'hui. On a l'eau à la bouche. Mais il y a encore les... Il y a un catalogue, peut-être commandé. C'est vrai que voilà, ça c'est un catalogue qui peut être commandé tout à fait. Puis sur Internet aussi. Hein. Monsieur, vous vouliez poser une question? Excusez-moi. Oui, je voulais savoir à partir de quelle époque on peut associer à des sculptures un sculpteur femme en fait. À partir de quel moment les femmes ont commencé à sculpter? Est-ce que c'est une question? Alors, Camille, Camille Claudel a très bien des difficultés. Vous en parlez? Et avant elle, est-ce qu'il y a des femmes connues? C'est la première. Ce Camille Claudel, c'est quelle époque exactement? C'est Rodin. J'ai eu la chance d'aller récemment à Florence et j'ai vu des statues qui ont été faites par j'ai oublié son nom, hein, mais en 1800.
France. Comment? C'est pas Artemisia? Justement, les peintres, plutôt. Non, mais les sculptures, j'ai été étonné. Et associé à ça, il y a un mouvement féministe de l'époque. Parce que c'était un peu, si j'ai bien compris, une royaliste, et à un moment donné, elle avait été obligée de s'exiler en Italie, en particulier à Florence. Et elle a sculpté. Et depuis, il y a toute une association américaine qui promeut les artistes femmes qui ne sont plus uniquement sculpteurs, mais en partant de cette personne. Elle était d'origine française. J'ai été surpris. Non, il y a certainement eu des femmes, mais c'est vrai que les femmes, elles n'ont pas joué un rôle quand même dans l'art. C'était en effet relativement mineur. C'était sur un tableau qui avait été fait par cette femme-là pour mais qui sont très et qui sont à l'entrée de la chapelle Brancusi à Florence. C'est pas indiqué, mais si vous regardez, il y a tout juste à l'entrée de la chapelle Brancusi, il y a très simple. C'est pour ça que je posais la question à quel moment les femmes. C'est vrai, cette question des femmes, donc c'est sûr que comme nous, on a eu le droit de vote en 1947, en France, les femmes. Aussi parce que c'est très physique. C'est très physique. C'est très physique, oui, c'est vrai, vous avez raison, ça y est, c'est très physique. Camionneur aussi, c'est physique. Mais on se rend compte que les femmes, elles ont petit à petit commencé à rentrer dans les académies, mais un peu sous le manteau. Et puis, c'était vraiment des exceptions. Voilà. Et puis, petit à petit, après, quand elles ont commencé, en fait, elles ont vraiment commencé à s'imposer difficilement après la Deuxième Guerre mondiale. Mais là, il fallait qu'il y avait des hommes. Et donc, il fallait aussi qu'elles avaient des... il y avait de la compétition. Et puis, il n'y avait pas... oui, parce que les femmes ont souvent été considérées comme elles font les enfants. Donc, oui. Oui, il y a des figures, mais c'est vrai qu'elles sont très enfants. On voit bien quand même que c'est assez dramatique l'histoire de Camille. Oui, elle a un destin tragique. Il est aussi causé aussi par justement le fait que les hommes avaient une place précédente et que les femmes n'avaient pas la même place. C'est quelque chose comme ça qui n'était pas reconnu dans leur art. Oui, et elle se privait finalement, en s'engageant dans l'art, elle pouvait se priver de toute une vie de femme, de mère, parce qu'elles avaient l'air d'être des révoltées, et puis se mêler à un milieu, le milieu artistique qui était inhabituel. Quelque soit, c'était pas leur place, quelque part. Bon, elles n'en sont pas restées là. C'est vrai, mais oui, ça a été un combat. Qu'elle mène encore. Enfin, aujourd'hui, on a acquis la parité. Enfin, je pense qu'on est en voie de l'obtenir dans les écoles. Je pense qu'il y a autant de filles que de garçons qui sont inscrits dans les écoles d'art. Bon, il y a peut-être plus, je ne sais pas quels sont les chiffres. Non, c'est vrai que les choses ont changé. Il y a beaucoup de femmes professeurs de dessin, par exemple. Oui. Des femmes peintres. Il y a peut-être plus de femmes peintres que de femmes
sculpteurs qui vont probablement travailler pour les femmes qui ont fait. Elles ont dû travailler dans le sillage d'un père, d'un frère, d'un oncle, être nées ou alors avoir une passion. C'est simplement pour confirmer ce que j'ai vu à Florence. Je voulais savoir si, avant 1830, il y avait des sculpteurs femmes ou pas. C'est une période qu'on va aborder la prochaine fois. Il y en a eu, mais c'était anonyme, on ne peut pas savoir leur c'est vrai sexe. qu'elles sont pas. On ne savait déjà pas qui ils étaient, on nous a pas donné. Oui, donc c'est Gilles, la plupart étaient anonymes. Vous feriez un panorama, comme vous avez fait avec la peinture, enfin, parce que là, il n'y a que la présence du corps humain. Ce qu'on pourrait faire avec des plantes, il n'y a que le corps humain. Vous pourriez faire un panorama avec un autre sujet. Si vous voulez, oui, parce que en fait, c'est pourquoi parce Les que animaux. Oui, il y avait les animaux. Pompon. Oui, Pompon, mais alors ça c'est le 19e siècle. Non, mais les renards ont fait aussi. Les lions, ils ont fait les lions, ils ont fait les chiens, ils ont fait oui, le corps en peinture si. Vous avez les premières peintures, vous avez les bases grecques, et là vous avez toute la mythologie avec les héros grecs qui sont peints. Ensuite, vous avez la peinture dans les murs, les livres, et il y a beaucoup de fleurs, des motifs décoratifs, mais il y a aussi, c'est assez narratif, ça n'est pas que décoratif, ça raconte des histoires. Donc le corps, c'est quand même plus dans la nature, on voit à travers les gens que c'est vraiment le corps. Oui, j'ai pris la statuaire dans la tradition, avec le corps, dans la tradition occidentale, en prenant, vous voyez, l'idole, le visage des Cyclades avec la tête, le corps. Et finalement, pour arriver jusqu'au 19e siècle, on est passé par l'époque hellénistique, j'ai pris le thème du corps. En sculpture? Oui. On pourrait prendre le lien de la sculpture avec l'architecture, par exemple. On va prendre ça. Il n'y a pas, en fait, c'est le corps. Si vous voulez, on est quand même nous-mêmes une forme sur un esprit. Hein. On est des êtres humains. On a l'impression que c'est ça qui va soutenir et engager la représentation du corps. Mais à travers le corps, on peut dire beaucoup de choses. On peut dire un Dieu, on peut dire un sentiment, on peut dire une personne. Un homme, une femme, un enfant. S'il y a d'autres questions. Vous avez d'autres questions? Est-ce que c'était les mêmes artistes de la sculpture architecturale qui sculptaient les corps? Certains, oui, par exemple, au programme, ils avaient des compétences d'architecte et de sculpteur à la fois. Oui. Mais ils étaient certainement aidés par des ateliers. On ne peut pas imaginer que ces programmes énormes étaient faits par une seule personne. À part, si vous voulez, Michel-Ange, qui est vraiment un cas. Et les mots que l'on donne aux motifs de celui qui, justement, aide le maître à reproduire les choses. Je crois qu'il y a un terme, j'ai lu le nègre pour l'écrivain, et je ne trouve plus le nom, je ne sais pas. En
sculpture, on parle de praticien. Ah ben voilà, c'est ça. C'est pas la médecine, mais c'est le praticien, oui. Et parfois, il peut être aussi bon que le maître, mais... Comme c'est une fille à sculpteur, de toute façon, il fallait quelqu'un qui sait c'est quoi le fait. Moi, le sculpteur, faut relire. Sa femme disait, la fille, c'est quoi le travail, Il y a des praticiens qui sont spécialisés. Il y en a qui sont spécialisés pour dégrossir la pierre, il y en a d'autres qui sont spécialisés pour polir. Le maître, il va dire pas trop à gauche, plus à droite, etc. Il y a un maître d'œuvre, il y a tellement ça. Il y avait ça, il avait son appel à serre, et sa femme était tellement Petite information, peut-être pour les habitués, enfin, en tout cas moi je viens d'arriver, voilà, je suis depuis 3 semaines à la médiathèque, pardon pour la parenthèse. Il y a des ouvrages qui sont là, si vous souhaitez les emprunter, il n'y a pas de problème, vous me donnez vos noms. Et voilà, la prochaine UPT aura lieu le 14 janvier, toujours aux mêmes horaires, et nous poursuivons avec l'œuvre